Bonsoir à tous, on va de nouveau parler mobilité aujourd'hui avec notre invité. Il est Gétois et il est le représentant d'un parti qui demande désormais l'arrêt des plans Good Move. Est-ce que ce parti, le PTB, est le partisan du tout à la voiture? Est-ce qu'il propose une autre forme de mobilité? On parlera également du petit château et du pouvoir d'achat. Youssef Handichi, député bruxellois pour le PTB, est notre invité. Bonjour Youssef Handichi, merci d'être avec nous. Allez, d'abord peut-être un tout petit passage par la Finlande. Ça vous fait peur parfois l'utilisation d'images sur les réseaux sociaux? Personnellement, je comprends. Oui, il faut être certain, on est un homme public, une femme publique, et effectivement, il faut faire attention à l'image. Mais comme vous l'avez dit dans votre édito, la Première ministre de la Finlande, elle a son âge, elle est jeune, elle a le droit de s'amuser, elle a le droit de danser, elle a le droit de pouvoir jouir des plaisirs de la vie. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut... Et je suis assez rassuré, assez content de voir cet élan de solidarité qui est exprimé sur les réseaux sociaux vers cette Première ministre. Et donc ça, c'est vraiment positif. Donc vous la soutenez Clairement. Alors, on va parler de politique bruxelloise, parce que c'est quand même pour ça qu'on vous invite. Il faut stopper le carnage, c'est ce que vous dites dans un communiqué à propos des plans Good Move. Le mot carnage, il n'est pas un peu fort ? Alors, c'est pas le mien, hein. C'est le mot qui est lâché un peu partout dans les rues de Bruxelles quand on se promène. C'est le mot dans votre communiqué, hein, c'est le titre du communauté. C'est le mot qu'on relaye dans ce communiqué, mais c'est pas mon mot à moi, hein, c'est ce que j'entends autour de moi. Et effectivement, quand j'entends les Bruxellois, les nafteurs, ceux qui vont travailler, qui ont besoin de leur voiture, c'est le terme qu'ils déclarent. Hein. Donc on l'a relayé dans ce communiqué de presse et on veut cesser ce carnage-là, effectivement. Ouais. Donc ce que vous demandez, vous avez déposé une résolution pour ça au Parlement bruxellois, c'est qu'on marque une pause ou qu'on arrête carrément les plans de mobilité apaisés. On doit complètement l'arrêter, ouais. Ça c'est certain, on doit complètement l'arrêter. Tous ceux qu'on a mis en place à Anderlecht, celui du Pentagone, celui qui va venir à Schaerbeek. On a vu les réactions de la population dans ces communes-là, hein, donc à Anderlecht, à Schaerbeek, à la ville de Bruxelles. Hein, donc on voit très clairement qu'à chaque fois qu'il y a un plan apaisé, entre guillemets, qui est déposé, on voit directement qu'il y a un comité de quartier qui naît, qu'il y a une résistance qui est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne les écoute pas. Donc on entend la ministre qui dit on les a concertés, on les a vus. Oui, mais non, toutes les recommandations qui sont prises qui sont exprimées par la population ne sont pas reprises. Et effectivement, ça crée beaucoup de tensions. Et nous, on veut mettre un stop. On veut pouvoir faire un stop à ces plans-là et de pouvoir réfléchir avec les habitants, de pouvoir mettre en avant des mesures qui ne soient pas punitives, mais qui soient constructives. Mais si on veut changer la ville, Youssef Handichi, et l'ambition de Good Move, c'était ça quand même, hein, c'était de se dire on va essayer de limiter les trafics de transit pour essayer d'apaiser la ville et de rendre la ville aux habitants, de récupérer de l'espace sur la voirie pour les piétons, pour les modes de mobilité douce. On va forcément heurter des sensibilités. Il y a une résistance au changement. Est-ce que vous n'êtes pas là du côté de la résistance au changement ? Soyons clairs, hein. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions. Donc il faut quand même moins de voitures dans Bruxelles ? Il faut moins de voitures, il faut moins de pression automobile dans la région bruxelloise. Il faut pouvoir sortir du fossile. Tout ça, on est OK avec ça, mais pas de cette manière-là. Ouais. Le politique ne doit pas mettre les gens plus dans la détresse. Le politique doit apporter des solutions. Transport public. Ouais. Le transport public, le transport collectif est la solution de pouvoir répondre à la diminution de la pression automobile, de pouvoir relever le défi de la qualité de l'air en région bruxelloise. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre les gens en adéquation avec les objectifs. Le transport public, il existe. On est à quelques jours de la rentrée. La STIB vient d'annoncer justement qu'elle allait renforcer un certain nombre de ses dessertes. On va avoir un métro toutes les 10 minutes, y compris en fin et en début de service pour les gens qui travaillent. Va y avoir un bus 71 toutes les 4 minutes, donc on augmente la fréquence. Ça va pas dans le bon sens ? Vous avez cité le métro et la ligne 71. Ouais, il y a quelques autres lignes aussi où le trafic est renforcé. Hein. Moi, je ne vois pas plus d'engagement à la STIB. Je ne vois pas beaucoup d'achats de bus, trams qui puissent développer le réseau en région bruxelloise. Et effectivement, on va déforcer certains coins de Bruxelles pour pouvoir renforcer d'autres. Ce n'est pas cette ambition qu'on doit pouvoir avoir. On doit pouvoir engager plus de STIBards, on doit pouvoir acheter plus de trams, plus de bus, de pouvoir avoir un maillage qui soit beaucoup plus fin dans la région bruxelloise. Et je vais vous dire même un peu plus, en dehors de nos frontières, on doit pouvoir aller chercher Vilvoorde, Grimbergen, pouvoir aller chercher Dilbeek, de pouvoir aller chercher cette première couronne autour de Bruxelles pour pouvoir apporter une solution à tous ces automobilistes qui n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que d'utiliser la voiture. Youssef Handichi, est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre surtout des nafteurs qui viennent dans Bruxelles, certains pour travailler sûrement, mais peut-être d'autres pour faire leurs courses ou d'autres, parfois des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, au détriment des habitants des quartiers du centre-ville qui, eux, souvent n'ont pas de voiture et qui, eux, effectivement, prennent les transports en commun. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de combat ?
Je suis en train de défendre les personnes qui n'ont pas d'autre solution aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Il y en a beaucoup dans les quartiers populaires au centre-ville ? Écoutez, beaucoup, oui. Effectivement, j'entends le chiffre que 1 sur 2 n'a pas de voiture, mais 1 sur 2 n'a pas de voiture parce qu'il n'a pas les moyens, mais en fait, il se débrouille quand même autrement. Mais mon job en tant que politique, c'est d'apporter une solution. C'est de pouvoir aller... C'est tellement facile de pouvoir amener des amendes sur les gens, de les mettre de plus en plus dans les difficultés, et beaucoup plus difficile que d'apporter des solutions qui soient structurelles et de pouvoir investir. Dans les années 70, on pouvait se garer sur la Grand Place, on peut se rappeler peut-être du boulevard Anspach et de la place devant la Bourse, qui était vraiment une place complètement embouteillée, non-stop. Si on n'avait pas eu le courage de changer, et si on avait écouté les résistances au changement à ce moment-là, on en serait toujours là. Vous n'êtes pas... Il n'est pas là le problème. Tant mieux qu'on ne puisse pas... Vous n'êtes pas juste opposé tant mieux qu'on à l'évolution de la ville. Tant mieux et que vous soyez sur la même longueur d'onde que le mouvement réformateur, ça ne vous trouble pas? On a d'autres solutions. On n'est pas du tout... C'est caricatural, c'est ce qu'on veut nous coller. Mais tant mieux qu'on ne puisse plus se garer sur la Grande Place et à la Bourse. Tant mieux. Mais vous prenez l'exemple des années 70. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que le réseau STIP a fortement changé depuis les années 70 ? La réponse est non. Effectivement, moi, le réseau que j'ai connu dans ma jeunesse est plus ou moins le réseau que j'ai aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Le réseau de transport public n'a pas évolué avec son temps, n'a pas été amélioré, n'est pas plus performant. Je vous donne toujours le même exemple. À Dunkerque, tous les 10 minutes, il y a un bus. Et moi, j'ai été à Dunkerque, j'ai été voir le réseau et j'ai discuté avec les gens. Mais monsieur, pourquoi je vais courir après un bus? Tous les 10 minutes, il y en a un. Et effectivement, c'est top chrono tous les 10 minutes. Aujourd'hui, le combat n'est pas dans les heures creuses, il est dans les heures pleines, de pointe, mais plutôt dans les heures creuses. Le samedi, dimanche et la nuit, on doit pouvoir avoir un réseau qui soit performant. Et c'est comme ça qu'on va dissuader les gens d'abandonner la voiture et de pouvoir faire un shift modal vers les transports publics. Alors voilà, ça c'était le chapitre mobilité. Je voudrais qu'on parle à l'instant du Petit Château. Nicole Demore, qui est la secrétaire d'État à l'asile, à la migration du gouvernement fédéral, a donc annoncé aujourd'hui le déménagement du guichet d'enregistrement, c'est-à-dire la première étape, quand les demandeurs d'asile doivent déposer un dossier. Ça se passait au Petit Château, ça ne va plus se passer au Petit Château, ça se passera à l'Office des étrangers, près de la Tour des Finances. Bonne décision? Qu'est-ce que ça va régler? On déménage le problème d'un lieu, du Petit Château vers... C'est-à-dire vous craignez qu'il y ait des files auprès de la Tour des Finances? Mais tant qu'on n'a pas des mesures structurelles d'accueil, effectivement, on aura des tensions, on aura des files. Effectivement, c'est ce que les travailleurs de fait d'asile demandent depuis pas mal de temps. Je me souviens que l'année dernière, au mois d'octobre, ils avaient déjà fait un mouvement de grève pour pouvoir réclamer encore plus de moyens, plus de centres d'accueil. Effectivement, ce sont ces mesures structurelles qu'on attend du gouvernement fédéral, de pouvoir avoir une capacité d'accueil qui soit suffisante en nombre. Ça veut dire que vous demandez quoi? Vous demandez qu'on construise de nouveaux centres d'accueil ou qu'on réquisitionne des hôtels ou des choses de ce genre-là? Dans l'urgence, c'est ce qu'on doit faire. Effectivement, on doit ouvrir plus de centres d'accueil. C'est ce qu'on avait déjà avant. On les avait fermés. On les réouvre à moitié. Mais en fait, à un moment donné, il va falloir prendre une mesure structurelle, d'avoir une décision qui soit bien claire. Les centres d'accueil doivent rester ouverts. On doit pouvoir accueillir assez de personnel pour pouvoir engorger toutes ces files. Ouais, le gouvernement fédéral planche également sur un déménagement du centre du Petit Château, centre d'hébergement et le centre d'accueil, qui pourrait se retrouver à Scarbeck, le long de l'autoroute 40. C'est une bonne idée ou pas? Écoutez, cachez-moi ces réfugiés que je ne saurais voir. Donc du centre-ville, on doit les dégager en périphérie. Donc ça va encore plus compliquer tous ceux qui accompagnent ces gens, tous ces bénévoles, toutes ces associations qui vont aller du côté de l'E40. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Comme je vous l'ai dit, et c'est ce que réclament les travailleurs de fait d'asile, c'est d'avoir plus de moyens humains et en capacité de structure d'accueil. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle énergie. On doit se préparer à des mesures d'économie d'énergie? Mais on est déjà, les gens font déjà attention à un maximum, ils sont déjà au max de l'économie. Maintenant, il va falloir... L'Allemagne vient de décider aujourd'hui de plafonner la température à 19 degrés dans les bâtiments publics, d'interdire l'eau chaude pour se laver les mains dans les bâtiments publics. On va en arriver là en Belgique aussi ou pas? Écoutez, j'espère que ce n'est pas la solution que le gouvernement fédéral va appliquer, mais plutôt d'aller chercher les profits qui sont en train de se faire à foison dans les multinationales, d'aller pouvoir aller chercher l'argent qui est en train de se cacher là-bas. Il y a 2 problèmes. Il y a le problème de est-ce qu'on aura assez d'énergie, est-ce qu'on aura assez de gaz notamment, et il y a le problème du prix. Mais donc sur assez d'énergie, est-ce qu'il faut des mesures ou pas? Mais bien sûr qu'il faut falloir des mesures. Et c'est lié, ça demande des moyens. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Donc ces multinationales se font un paquet de fric incroyable. Vous voulez un blocage des prix sur l'énergie? Mais effectivement, c'est une mesure d'urgence, là maintenant, qu'on doit pouvoir prendre. On voit que l'exemple de la France, ils ont encore
le secteur de l'énergie plus ou moins public et donc ils ont une manœuvre directe de pouvoir bloquer les prix. C'est ce que, voilà, il y a une inflation, mais pas beaucoup, pas aussi énorme que chez nous en Belgique. Et donc, effectivement, garder ou reprendre le secteur de l'énergie en main publique, ça nous aurait permis de faire cela. Mais aujourd'hui, visiblement, puisqu'on l'a libéralisé, tous les partis politiques ont libéralisé le secteur, aujourd'hui, on doit pouvoir prendre les profits qui sont en train d'être dégagés par ces secteurs et de pouvoir les réinvestir. Et aussi dans la recherche. Si on bloque les prix de l'électricité, du gaz, peut-être de l'essence, etc., il n'y a pas un risque que ceux qui le produisent aillent le vendre ailleurs et ne desservent plus la Belgique? Ils vont toujours le vendre ici, ils feront toujours autant de profits, ça, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Merci Youssef Andéchi, merci d'avoir été avec nous.